à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, Money Shot, 1 des 6 et la critique de The Starship Damri. Aujourd'hui, après Un ou deux paris que je vous ai présenté il y a quelques semaines, un autre ouvrage qui parle du regard des Japonais sur la France, ça s'appelle Nande, les tribulations d'une Japonaise à Paris. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, ça se lit très facilement et c'est écrit par Nakamura Hiriko. On regarde ça après les news. Que les fans de QTE Hardcore se réjouissent. Dragon's Lair, le jeu mythique notamment sorti sur borne d'arcade en 1983 et sur CDI 10 ans plus tard, a été greenlighté il y a peu sur Steam. L'histoire ne change pas, il est toujours question de suivre l'aventure de Dirk, chevalier Coir et Gringalet, pour aller sauver la princesse Daphné retenue prisonnière dans un château gardé par un dragon. Après un nombre incalculable de portages sur presque tous les supports existants, Dragon's Lair revient dans une version entièrement remasterisée en HD 720p pour vos beaux yeux et quelques bonus inédits. Et le jeu en lui-même ? Bah, toujours aussi dur. Your quest awaits. La 26e édition du Ludum Dare s'est déroulée fin avril et les résultats ont été révélés il y a quelques jours. Ce concours de fast programming voit les développeurs indépendants du monde entier créer des jeux autour d'un thème donné qui était cette fois le minimalisme. 2 catégories sont représentées. Compo, où les développeurs font un travail en solitaire en 48 heures seulement. Jam, où on peut cette fois coder seul ou à plusieurs avec un temps de 72 heures devant soi. Malgré un thème peu apprécié par un bon nombre de développeurs, des jeux sortent toujours du lot dans les 2 catégories, et ce sont encore de vraies perles, tant niveau technique que ludique, qui l'ont emporté. Mono dans la catégorie Compo, qui est un puzzle game artistique, Leave Me Alone dans la catégorie Jam, développé par 2 Anglais, qui est un Metroidvania inspiré de Fez, Zelda et Final Fantasy entre autres. Mention spéciale pour ce dernier, qui a raflé un nombre très conséquent de prix dans les différentes catégories jugées par les joueurs. Les 2346 jeux présentés sont disponibles sur le site du concours et la prochaine édition se tiendra en août, on a déjà hâte d'y être. Lui, ça fait un bon bout de temps qu'on l'attend, sa sortie étant sans cesse décalée à une date ultérieure. Petit fêtait en effet ses 20 ans l'année dernière, mais il faudra encore attendre quelques mois pour fêter dignement l'événement, avec la sortie cet été de Petit Squad. Au départ, uniquement initié sur PS3 sous la forme d'un remake HD, le développement de Petit Squad a très vite switché sur console portable, avec un gros focus sur la PS Vita et dans une moindre mesure la 3DS. Sorti en 1982 sur Amiga, puis l'année suivante sur Super Nintendo, Petit se présentait sous la forme d'un jeu de plateforme très original, où l'on contrôlait un sympathique blob de couleur bleue. Ce dernier pouvait s'étirer pour avancer, se transformer en point pour frapper ses ennemis, ou en flaque pour échapper ou absorber ses mêmes ennemis, ce qui lui conférait des pouvoirs spécifiques, un peu à la manière de Kirby. Petit Squad est le nom de la suite donnée à Petit en 94 sur Super Nintendo, les versions Amiga et Atari n'étant sorties à l'époque que sous la forme d'une démo jouable donnée dans les magazines. La version PS Vita du jeu propose des graphismes 2D retravaillés au sprite près et utilise la plupart des fonctionnalités de la portable Sony, comme l'écran tactile et le pavé tactile arrière. Cette version proposera également en exclusivité 2 fois plus de niveaux secrets que les autres, certains d'entre eux ne se débloquant qu'en se rendant dans un lieu précis, comme un musée par exemple ou un stade de foot. Car Petit Squad doit sortir cet été sur Vita, 3DS, mais aussi iOS, PS3, 360, Wii U et PC. Ce remake inclura également des classements en ligne, ainsi que des tournois multijoueurs à 4 en versus ou en équipe, qui ne nécessiteront qu'une version du jeu, sur PS Vita en tout cas. Disponible en téléchargement cet été sur PSN, XBLA, mais aussi sur Steam et d'autres plateformes de téléchargement PC, Narco Terror est un jeu de tir décomplexé. Très typé arcade, il rend hommage au film d'action des années 80 en vous proposant d'incarner Rick Quinn, un membre des forces spéciales à la retraite. Assez similaire dans son concept et sa présentation à la misérable adaptation du film The Expendables 2, on espère que ce Narco Terror sera d'une toute autre trempe. Jouable en coop à 2 en drop-in drop-out, ce titre vous confrontera à un cartel de drogue responsable de l'enlèvement de la fille du héros, un peu à la manière du film Commando. Nakamura Hiriko, avant de venir en France, elle était présentatrice de talk-show sur Fuji Telebi pendant les années 90 et elle a rencontré un jour son mari dans les locaux de la chaîne, Charles San. Ils tombent fou amoureux, ils se marient et embarquent pour la France, direction les beaux quartiers de Paris. Et là, c'est le choc pour elle, elle est témoin de comportements qui la laissent bouche bée et qui lui donnent envie de dire « Nande !» qu'elle traduit par « Oh là là, que se passe-t-il? Ce n'est pas possible !» mais que je traduirais simplement par « Pourquoi ?» ou « What the fuck ?» Mais c'est marrant parce que mes copines japonaises qui parlent français disent beaucoup « ce n'est pas possible » quand elles s'exclament. Donc je pense qu'on doit leur apprendre cette formulation en cours. Je vous parle du contenu du livre plus en détail après Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les super-héros sont parmi nous avec Thor, le monde des ténèbres, et Wolverine, le combat de l'immortel. Marvel continue son exploitation de ses licences sur grand écran.
Après la phase 1 comprenant Iron Man 1 et 2, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America et qui s'est achevée avec le carton mondial de The Avengers, la phase 2 a débuté il y a un mois avec le très bon Iron Man 3 qui vient de dépasser le $1 milliard de recettes à travers le globe. Cette phase 2 comprendra une suite à Captain America qui sortira en avril 2014, les Gardiens de la Galaxie prévus pour août de la même année et se conclura avec un Avengers 2 en 2015. En attendant tout ce petit monde, on pourra voir la suite de l'épisode le plus mal aimé de la phase 1, Thor. Cette suite, intitulée Thor, le monde des ténèbres, met à nouveau en scène Thor qui devra faire face à un nouvel ennemi. Une ancienne race, menée par le menaçant Malekith, revient pour plonger le monde dans les ténèbres, mettant en danger les 9 royaumes, soutenus par Yggdrasil. Thor devra tout mettre en œuvre pour sauver les mondes et ceux qui lui sont chers, quitte à tout sacrifier pour y arriver. Au cast, on retrouvera Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Ray Stevenson, Jamie Alexander, Idris Elba, Asano Tadanobu, René Russo, Stellan Skarsgård, Zachary Levi ainsi que Christopher Eccleston. Contrairement au précédent film, ce n'est pas Kenneth Branagh qui réalisera cette suite, mais Alan Taylor. Il signera avec Thor le monde des ténèbres son premier long métrage, mais il n'est pas pour autant né de la dernière pluie à en juger par son CV déjà bien garni. En effet, cela fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'il officie à la télé en tant que réalisateur sur quelques-unes des meilleures séries US, comme Oz, Les Sopranos, Rome, Deadwood, Lost, Mad Men, Boardwalk Empire ou encore Game of Thrones. Et en voyant le premier teaser de Thor 2, on peut sentir une petite influence de la série inspirée des écrits de George Martins, avec des combats de foule plus âpres, ainsi qu'une imagerie plus médiévale, beaucoup moins clinquante et parfois kitschouille du précédent film. En tout cas, on espère que Thor, le monde des ténèbres, soit plus abouti que son aîné, et on pourra se faire un avis dès cet automne, la sortie du film étant prévue pour le 30 octobre 2013. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness. And it has survived. I gave you my word. I would return. What's gonna happen? Hold on. Wait, what? Jane! We're from different worlds. Maybe they're separate for a reason. If we do nothing, they'll destroy us. Ask yourself, what will you sacrifice for what you believe? You must be truly desperate to come to me for help. You should know that when you betray me, I will kill you. When do we start? Même si les studios Marvel ont réussi à récupérer pas mal de licences ces derniers mois, certains studios rechignent encore à se défaire de leur poule aux œufs d'or. C'est ainsi que Sony a conservé les droits sur Spider-Man grâce à la sortie d'un reboot l'année dernière, et la Fox ceux des 4 Fantastiques, dont un nouveau film qui devrait lui aussi être un reboot est prévu pour 2015. Mais la Fox possède encore les droits sur une autre licence majeure du catalogue Marvel, celle des X-Men. Après la réussite aussi bien artistique que commerciale de l'excellente préquelle X-Men First Class, la Fox a lancé 2 nouveaux projets dans cet univers. X-Men Days of Future Past, actuellement en tournage sous la direction de Bryan Singer, réalisateur des 2 premiers films de la franchise, et qui devrait faire le pont entre X-Men First Class et les précédents longs qui se dérouleraient de nos jours. Et The Wolverine, retitré chez nous Wolverine, le combat de l'immortel. En séquence post-générique à la fin du cataclysmique X-Men Origins Wolverine, on pouvait y voir Logan en train de se morfondre dans l'alcool au Japon. On se doutait que si suite il y avait, celle-ci se déroulerait au Japon. Et c'est exactement le cas, sauf qu'il semblerait que ce nouveau film Wolverine ne soit pas la suite directe de X-Men Origins. Déjà parce qu'il ne fait pas de référence à Origins dans son titre, comme si les producteurs essayaient de cacher cette aberration cinématographique sous le tapis. Ensuite, parce que l'action a l'air de se dérouler quelques années après les événements de X-Men 3 avec un Wolverine hanté par la mort de Jean Grey. Torturé par ses démons intérieurs, Logan vit en marginal jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par un ancien soldat à qui il avait sauvé la vie bien des années auparavant. Celui-ci veut payer sa dette envers Wolverine et va lui proposer de le débarrasser de sa malédiction, le rendre mortel.
Le cast sera composé de Hugh Jackman, Famke Janssen, Fukushima Lila, Will Yoon-lee, Sanada Hiroyuki et Svetlana Kochenkova. Le réalisateur de Wolverine, le combat de l'immortel, est James Mangold, un metteur en scène touche-à-tout qui s'est illustré en général avec de la réussite, aussi bien dans le polar, le drame, la comédie romantique, le thriller, le biopic, la comédie d'action ou même le western. Ses influences sont plutôt étonnantes et originales pour un tel comic book movie, puisque leurs inspirations viennent du western, du film noir, du polar, ainsi que des films de sabre comme la trilogie de Musashi. Avec l'aide de son excellent scénariste Christopher McQuarrie, qui a récemment réalisé le très bon Jack Reacher, on a envie d'y croire, mais en voyant les différentes bandes annonces, on a du mal à retrouver l'ambiance et l'atmosphère des influences précitées. Et même si le film a l'air d'être mieux foutu que le catastrophique X-Men Origins Wolverine, on a vraiment du mal à s'exciter pour ce Wolverine, le combat de l'immortel. Au pire, on ne risque pas de tomber plus bas qu'avec l'épisode Origins. Au mieux, on aura peut-être droit à une bonne surprise, comme le fut First Class. On pourra en juger lors de la sortie du film, prévue pour le 24 juillet 2013. I've been trying to find you for over a year. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. For many years, I have wanted to thank you for saving my life. But I didn't send for you only to thank you, Logan. I wanted to repay you. A gift to equal the life you gave me. You have struggled long enough. I can end your eternity. Make you mortal. What they did to me, what I am, can't be undone. Don't be so sure. Not healing. Pour finir, nous allons voir dans quelques instants une bande-annonce de Man of Steel pour rappeler la sortie du nouveau film de Zack Snyder le 19 juin prochain. Et force est d'admettre que notre excitation ne cesse de croître à la parution de chaque nouveau trailer. On se tait et on admire. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Goodbye, my son. Our hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. They'll kill him. How? He'll be a god to them. What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? My son was in the bus. He saw what Clark did. You're the answer, son. You're the answer to are we alone in the universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. For others, a ghost who never quite fit in. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders.
son is safe? I will find him! My father believed if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... Excuse me. Le livre est composé d'une vingtaine de mini-chapitres, chacun dédié à un thème. Par exemple, les rendez-vous. Une des grandes choses qui ont marqué Nakamura et Rico et qui diffèrent totalement du Japon, c'est la ponctualité. Quand on se donne rendez-vous entre amis et qu'on se dit on se retrouve vers 14h, en fait la plupart du temps les gens n'arrivent pas à 14h pile mais à 14h15 ou 14h30 et c'est normal. Alors qu'au Japon c'est hyper mal vu. Autre chose, les dîners entre amis. Elle dit qu'au Japon, ça se fait pas beaucoup d'inviter les gens chez soi parce que les intérieurs sont petits. Alors elle a plutôt été décontenancée la première fois qu'elle a été invitée chez des gens et où elle a vu 5, 6, 7 couples débarquer. Mais surtout, c'est la durée de la soirée qui l'a mise KO. Un apéro d'1 heure, passage à table à 22h, des gens qui parlent fort et dans tous les sens, dessert à minuit. Nande! C'est la première fois qu'elle vivait ça. Autre chose qui dure longtemps, les jeux de rôle. On regarde un des 6 sur Fiasco. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On peut adorer les grandes quêtes médiévales fantastiques, les complots cyberpunk et les épopées intergalactiques, tout en gardant une place dans son cœur pour des petits jeux originaux et innovants, comme par exemple Fiasco, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Fiasco propose de recréer l'ambiance de films comme Un plan simple, Fargo, Snatch, Reservoir Dogs ou Burn After Reading. Tout commence en général par une quelconque arnaque ou un braquage, et tout va tourner au désastre le plus complet. Parfois à cause de l'avarice et la stupidité des personnages eux-mêmes, parfois à cause de rebondissements aussi inattendus qu'invraisemblables. Il va sans dire que Fiasco est un jeu placé sous le signe de l'humour noir et grinçant. La particularité de Fiasco est qu'il propose plusieurs cadres différents, et que de ces cadres vont découler différents types de personnages. Fiasco propose 4 cadres de base, le bled paumé, la banlieue, la ville du Far West et la base arctique. Évidemment, le jeu encourage la création de ses propres cadres. Lors de l'élaboration des personnages, on va lancer 4 dés par joueur. Les résultats des dés correspondent à différentes relations et objectifs. Ceux-ci vont ensuite être répartis entre les joueurs en faisant un tour de table, en commençant par le joueur venant de la plus petite ville. Lorsqu'un joueur choisit une relation par exemple, celle-ci est nécessairement avec le personnage de son voisin ou de sa voisine. Les dés obtenus lors de cette phase serviront plus tard dans la partie. Bon, ça semble un peu ésotérique raconté comme ça, mais en fait c'est un système de création original et rapide à mettre en place une fois qu'on a compris le principe. Pour expliquer le déroulement d'une partie de Fiasco, je vais reprendre le résumé donné sur le site du jeu qui explique ça très bien. Une partie est divisée en 2 actes. À vue de nez, chaque acte doit durer environ 1 heure. À la fin de l'acte 1, il y a l'embrouille, pendant laquelle des trucs intéressants et ou dingues arrivent et chamboulent l'histoire. À la fin de l'acte 2, il y a le dénouement ou les dénouements, durant lesquels vous apprenez le destin de tous les personnages. Généralement, décider du cadre prend 15 minutes, l'embrouille et les dénouements prennent à eux deux 15 minutes aussi. La durée totale d'une partie peut légèrement varier. Durant l'acte 1, vous faites connaissance avec vos personnages, vous apprenez ce qu'ils cherchent à obtenir et vous commencez à les faire progresser vers leur but. Lorsque le premier acte se termine, après l'utilisation de la moitié des dés, vous ajoutez l'embrouille qui déstabilise encore plus la situation. Puis le deuxième acte peut commencer. Durant l'acte 2, vous agissez pour que votre personnage atteigne son but. Peut-être un succès discret, une vengeance retentissante, ou tout simplement un petit coin douillet ou pieuté. Une fois le dernier dé utilisé, vous apprenez le destin de chaque personnage individuellement, et vous pouvez commencer les dénouements. Les dénouements sont joués comme un montage. Une fois de plus, les dés vous aideront à révéler le destin de votre personnage de façon colorée, rythmée et parfois surprenante. Vous l'aurez compris, Fiasco n'est pas un jeu de rôle comme on a l'habitude d'en chroniquer dans cette émission.
Proposant des parties courtes et mettant l'accent sur l'improvisation et les interactions entre les joueurs, Fiasco est incontestablement l'un des jeux les plus fun et originaux de ces dernières années. Une vraie découverte que je vous recommande chaudement, surtout si vous aimez les comédies policières anglaises et les films des frères Cohen. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Dans le chapitre Les policiers, elle compare les policiers japonais et les policiers français et elle dit « Au Japon, si vous vous faites voler votre sac, l'attente dure 15 minutes et la déclaration 4 heures, alors qu'en France, l'attente dure 4 heures et la déclaration 15 minutes. » Les Japonais sont tellement habitués à pouvoir compter sur leurs policiers qui sont ultra prévenants qu'il paraît que des policiers parisiens sont spécialement formés pour recevoir les plaintes des Japonais sans leur provoquer un second traumatisme. Il y a aussi un chapitre sur les taxis. Elle a halluciné de se voir refuser la course par des chauffeurs, soit parce que sa destination les arrangeait pas trop, ou parce qu'il était trop tard. Et en plus, la qualité du service n'est pas du tout la même selon elle. Elle dit que quand elle entre dans un taxi japonais, elle a l'impression d'entrer dans la voiture de son père, alors qu'à Paris, elle a toujours l'impression d'entrer chez quelqu'un sans y avoir été invitée. Je dirais pas que je la comprends, mais si. On termine avec la critique de The Starship d'Amrei. Après la sortie de Guild 01, une compilation de petits jeux au concept originaux sortis sur 3DS, Level 5 décide de remettre le couvert en nous proposant une deuxième compilation avec 3 jeux vendus séparément sur l'eShop. Attack of the Friday Monsters, Bug vs Tanks et The Starship d'Amrei. C'est ce dernier, annoncé comme un survival horror unique et mystérieux, qui va nous intéresser aujourd'hui. 2 japonais, Asano Kazuya et Abiko Takemaru, en sont à l'origine. Reconnus au Japon comme étant des pionniers du jeu d'aventure basé sur la narration, ils ont notamment travaillé sur Kamaitachi no Yoru, un jeu innovant qualifié de roman sonore qui a d'ailleurs eu droit à un remake sur PS3 et PS Vita pour le public japonais. Mais revenons à The Starship d'Amrei. Vous vous réveillez dans une capsule cryogénique, sans souvenir précis de votre identité ou de ce que vous faites ici. Vous êtes apparemment à bord d'un vaisseau spatial, le Damrei, et ne pouvez pas sortir de votre capsule. Dès lors, vous êtes entièrement livré à vous-même, le jeu ne proposant pas de séquences d'introduction plus développées et encore moins de tutoriels ou d'indications. Cela est voulu par les développeurs qui souhaitaient que le joueur soit plongé dans l'expérience proposée par le jeu. Petit à petit, et sans trop vous en dire sur l'histoire, le joueur peut finalement se déplacer par le biais d'un petit robot de maintenance du vaisseau et ainsi explorer les lieux. On se rend rapidement compte que quelque chose ne tourne pas rond, entre les cadavres des membres d'équipage disséminés un peu partout et les mystérieuses apparitions fantomatiques dont on est témoin. Bref, l'histoire de The Starship d'Amrei intrigue et on a envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cet étrange vaisseau spatial. La toute première phase de jeu est originale et annonce du bon pour la suite. Puis les premiers pas avec le robot mettent bien dans l'ambiance glauque que les développeurs voulaient instaurer. En effet, le petit robot que l'on contrôle, équipé de faibles lumières, ne voit pas très loin devant lui, et les couloirs sont sombres et la musique d'ambiance ainsi que quelques bruitages ne vont pas rassurer le joueur quelque peu perdu. Le terrain de jeu se compose de couloirs jonchés de portes menant à diverses pièces du vaisseau, le tout ayant une allure labyrinthique. Néanmoins, en à peine 1 heure de jeu, on commence déjà à se rendre compte des limites. Tout d'abord, la carte du jeu, qui fait flipper au début, devient vite fastidieuse à explorer tant les décors se ressemblent tous. Les graphismes sont très rudimentaires et ne font pas du tout honneur à la 3DS. On ne sait pas trop où aller, on tourne en rond et s'il existe bien une carte pour se déplacer, on ne peut pas afficher cette dernière lorsque l'on se déplace. Ce rythme haché est renforcé par le déplacement ultra rigide du robot, qui se déplace case par case, en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Pour ne rien arranger, le bruitage du robot en mouvement devient rapidement insupportable, ce qui incite à diminuer le volume et donc nous sort encore un peu plus de l'ambiance du jeu, pourtant primordial pour le genre. Les contrôles heureusement sont relativement simples et instinctifs. On utilise la croix directionnelle pour déplacer le robot et le joystick pour analyser le décor devant soi. La plupart du temps, il suffira d'appuyer sur la touche A pour analyser les éléments du décor et interagir avec. Si les énigmes sont globalement simples, on passe quand même beaucoup de temps à refaire encore et toujours le tour du vaisseau, pièce par pièce, pour vérifier que l'on n'a rien oublié, ce qui devient rapidement ennuyeux et répétitif. Parfois, un bruitage inquiétant se fait entendre tout près de notre robot, et l'on est un peu déçu lorsque l'on se rend compte qu'il s'agit juste d'une petite sangsue de l'espace qu'il faut exterminer en appuyant sur A.
Quelle action! Surtout que cela sert uniquement à débloquer du contenu inutile et inintéressant dans les archives du jeu. Donc non, il n'y aura pas d'ennemis à tuer dans Starship Dammery. Aucun risque de mourir non plus, et pour un jeu qui se veut être un survival horror, c'est un peu un problème. De plus, il n'y a toujours qu'une seule et unique façon de progresser dans le jeu, souvent via des cartes ID que l'on trouve sur des cadavres, qui ouvrent de nouvelles portes pour donner accès à de nouveaux corps et donc de nouvelles cartes. Quelques énigmes viennent un peu diversifier l'expérience de jeu, mais ça reste rudimentaire ou étrange. Par exemple, à un moment du jeu, il vous faudra utiliser une boîte de cookies pour récupérer de l'huile et la faire chauffer à plus de 300 degrés afin de mettre HS à un autre robot vous bloquant la route. Solide la boîte de cookies. Bref, les déceptions s'accumulent, surtout quand on se rend compte que le terrain de jeu n'est en réalité pas si grand que ça, et que l'on voit la fin du jeu au bout de quelques heures seulement. Quant au scénario inquiétant et intrigant du début, il apporte lui aussi son lot de déceptions. Mais alors, que reste-t-il de ce Starship Dammery? Pas grand-chose, il faut bien l'admettre. On peut quand même noter quelques traits d'humour qui vous feront peut-être sourire, ainsi que des cinématiques d'assez bonne facture. Les fans d'exploration pas trop exigeants pourront éventuellement y trouver leur compte, mais pour un prix de 8 €, la pilule risque d'avoir du mal à passer. Les autres passeront leur chemin sans regret, et tout particulièrement les non-anglophones, le jeu étant entièrement en anglais. Il y a aussi des chapitres sur le métro, la grève, la télévision, les trottoirs, les toilettes, le médecin, etc. Personnellement, j'étais quasiment toujours d'accord avec elle, en particulier sur la qualité du service français, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sur certains points, on peut se dire que ça dépend des gens et du contexte. Par exemple, pour la ponctualité, si vous devez vous présenter à un entretien d'embauche, je suis pas sûre que ce soit bien vu d'arriver en retard. Voilà, ce 100% est terminé pour aujourd'hui. À bientôt! Step